Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes mercredi 30 mai 2018. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité sur RTI 1. À l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont adopté hier à l'unanimité le projet de loi présenté par le ministre de la Construction. Désormais, c'est 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour le bail à usage d'habitation. Toute violation de la disposition constitue une infraction fiscale. Michel Candessus, lui, était hier à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'ancien directeur général du FMI et gouverneur honoraire de la Banque de France y est allé pour échanger avec le patronat ivoirien. C'était en présence de Daniel Cablon-Duncan et Amadou Gon Koulibaly. Antonio Guterres est arrivé à Bamako hier 29 mai pour une visite de 2 jours. Le secrétaire général des Nations Unies a souhaité passer la journée internationale des casques bleus célébrée ce mardi aux côtés des soldats de la paix de la MINUSMA. Il a aussi évoqué les préoccupations de l'ONU au Mali. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où se tient depuis ce matin le Conseil des ministres. Conseil présidé bien sûr par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, comme vous le voyez en image. Nos équipes sont sur place. Le compte-rendu donc de cette réunion ce soir dans le 20h. À l'Assemblée nationale, un projet de loi a été adopté hier à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Pour le bail à usage d'habitation, les propriétaires ne doivent plus exiger plus de 4 mois de loyer à leurs locataires. Désormais, c'est 2 mois de caution et 2 mois d'avance. C'est Claude Isagdé, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, qui a porté le projet à l'hémicycle au nom du gouvernement. Il a indiqué que toute violation de cette disposition constitue une infraction fiscale telle que prévue par le livre de procédure fiscale. Moussa Konaté. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Les propriétaires de maisons ne devront pas exiger le paiement de plus de 4 mois de loyer aux locataires. Un nouveau projet de loi vient d'être adopté à l'unanimité par les députés. Il vise à freiner l'augmentation du coût de location de maisons. C'est un projet de loi qui vient ici donner un double soulagement aux Ivoiriens. L'anarchie qui se trouve donc dans les loyers, dans les cautions, dans la vie active, tout ça, ça allait prendre fin d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale vient donc d'adopter ce projet de loi si cher au président de la République. C'est ce que les Ivoiriens attendaient. Il s'agit de réguler les rapports entre le bailleur et le locataire. Ces choses faites, nous sommes satisfaits parce que le point le plus important, c'est la limitation de la caution. Nous espérons, en tant que députés, que cette loi, quand elle sera adoptée en plénière, l'État va se donner les moyens pour son application. Parce que ça aussi, c'est un autre challenge. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, venu présenter ce nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale, explique l'intérêt de cette nouvelle disposition. La législation sur le bail à usage d'habitation n'est plus adaptée au contexte actuel du secteur du logement locatif en Côte d'Ivoire. Il est donc devenu indispensable d'élaborer une législation nouvelle, moderne et adaptée à l'évolution des pratiques dans l'intérêt à la fois des locataires et des bailleurs. Le nouveau dispositif législatif proposé il répond à la volonté de réduire les contraintes d'accès au bail et de lutter contre la flambée des cours de loyer, de garantir la sécurité juridique dans la conclusion, l'exécution et l'extinction du contrat de bail, d'assurer un meilleur contrôle de l'administration sur la conclusion et la gestion des contrats de bail à usage d'habitation. Le présent projet de loi régit la location des immeubles ou locaux à usage d'habitation par les personnes physiques ou morales. Il ne s'applique pas aux immeubles ou locaux affectés à un usage commercial, administratif, industriel ou agricole. Ne sont pas également concernés les chambres d'hôtel, les structures d'hébergement, les centres pour personnes âgées et handicapées. La violation de cette disposition constitue une infraction fiscale telle que prévue par le livre de procédure fiscale. Les propriétaires des maisons louées avant la publication du présent projet de loi ont un délai de 6 mois pour se conformer à ces nouvelles dispositions.
Michel Candesus, lui, était hier à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'ancien directeur général du FMI et gouverneur honoraire de la Banque de France y est allé pour échanger avec le patronat ivoirien. La rencontre avait pour thème « Champions nationaux et émergence ivoirienne ». Elle a enregistré la présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de cette réunion, l'ancien patron du Fonds monétaire international a salué le niveau et le modèle de croissance de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est un véritable satisfecit que Michel Candesus, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, a adressé à la Côte d'Ivoire pour son modèle de croissance. Invité spécial du patronat ivoirien, l'économiste français a exprimé sa foi en l'émergence de la Côte d'Ivoire au regard des progrès réalisés ces dernières années. Les constats élogieux que font les grandes institutions internationales sont bien connus. Mais en tant qu'ancien du Fonds monétaire, je ne peux que m'incliner plus profondément que d'habitude vers ce que je vois ici. Les performances que l'on lit dans ce rapport sont tout à fait exceptionnelles. Michel Candesus note que ces performances sont la résultante d'un partenariat harmonieux entre l'État et le secteur privé, notamment les champions nationaux. L'ancien directeur général du FMI exhorte dans cette quête de l'émergence les autorités ivoiriennes et le secteur privé à se projeter sur le long terme. Accéder à l'émergence, ce n'est pas seulement franchir une ligne d'arrivée, c'est franchir une ligne de départ vers un itinéraire plus ardu encore. Je suis quant à moi persuadé que votre pays, grâce à vos efforts, grâce à la sagesse de ceux qui vous gouvernent, parviendra brillamment et heureusement à cette échéance de long terme. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Jean-Marie Aka, a pour sa part plaidé pour le renforcement de l'accompagnement des entreprises ivoiriennes. Nous pensons fermement que l'entreprise ivoirienne a besoin d'être accompagnée. Et c'est ensemble, secteur privé, État et partenaires techniques et financiers, que nous parviendrons à construire de véritables champions capables de vendre à l'international le label Made in Côte d'Ivoire et de consolider l'inclusivité de notre économie. Cette visite de Michel Candesus a été saluée par l'ensemble des membres du patronat ivoirien, heureux et fiers de bénéficier de ses conseils avisés ainsi que de sa riche expérience dans l'univers de la finance internationale. De l'économie à l'agriculture, nous allons parler du manioc. Environ 57% de la production mondiale du tubercule provient du continent africain. C'est un fait, mais malheureusement, l'Afrique détient un faible rendement, seulement 10 tonnes à l'hectare, alors que l'Asie, par exemple, affiche 21 tonnes à l'hectare. 10 tonnes, c'est donc peu pour une zone qui dispose de variétés hautement productives et dont le potentiel peut aller au-delà même des 40 tonnes à l'hectare. Mais pourquoi? La raison serait-elle la propagation des maladies virales qui peuvent détruire jusqu'à 90% de la production du manioc en Afrique. Et quand les maladies virales deviennent la hantise des producteurs, c'est un document du service économie de la rédaction. Il est signé Francis Boifou. C'est la 4e culture végétale au monde. Le manioc représente la première source de calories et constitue la nourriture quotidienne de plus de 800 millions de personnes à travers le monde et 300 millions en Afrique. Au Gabon, nous mangeons le manioc comme aliment de base et qui accompagne tout ce qu'on a comme aliment. Le Burkina Faso, l'essentiel de la production effectivement de manioc est destiné à l'industrie. En Côte d'Ivoire, le manioc constitue à la fois une culture de subsistance et de rente pour les producteurs. Les produits dérivés sont multiples. Atiké, foutou, placali, farine, amidon, gari et font l'objet de commerces permettant aux ménagères de se prendre en charge. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. Source de revenus, l'Afrique de l'Ouest produit 30,8% du manioc dans le monde selon
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, soit plus de la moitié de la production du continent africain, 56,4%. Mais pour combien de temps? Les experts, virologues et sélectionneurs du manioc s'accordent à dire que la production pourrait considérablement baisser les années à venir à cause du virus de la mosaïque africaine du manioc. En Côte d'Ivoire, les chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA travaillent avec cette productrice. Hortense Aou Kouadio, la quarantaine révolue, est originaire de Lokassou, village situé à 10 km de Bouaké dans la région de Gbeke. Elle nous emmène visiter un de ses champs à 1 km de son village. Hortense ne s'y était pas rendue depuis 2 semaines parce que, découragée par la propagation du virus de la mosaïque africaine du manioc. Ça, c'est déjà attaqué. Donc, c'est en train de contaminer ça là. La majorité est contaminée. Et c'est toutes les variétés aussi. Il y a un baïbo. Vraiment, ça nous décourage. Ça fait beaucoup longtemps que ces genres de trucs-là nous fatiguent. Or que c'est le manioc qu'on prend pour faire tous nos besoins. Avec cette maladie, Hortense pourrait se retrouver avec moins de la moitié de sa production habituelle, 10 tonnes à l'hectare. Les virologues et sélectionneurs du CNRA, basés à Bouaké, se disent préoccupés par la présence du virus. On reconnaît les feuilles au niveau de la lemme. On voit qu'ici, il y a des taches sur la lemme et un rétrécissement au niveau de la lemme, ce qui est différent des feuilles normales. Vous voyez un peu cette parcelle qui est complètement attaquée par la mosaïque africaine. Et pratiquement tous les plants sont rabougris. Elles ne peuvent pas grandir. Du coup, ne peuvent pas donner les racines tubéreuses qu'il faut. Les pertes de production et de rendement vont jusqu'à de 20 à 90% dans les cas graves. Estimée à plus de 5 millions de tonnes en 2016, la production de manioc de la Côte d'Ivoire pourrait baisser. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui exporte énormément de pâtes de manioc, qui, par exemple, ne serait-ce que pour le Burkina, est estimé à 12 milliards de francs. Imaginez une baisse de production au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça affecte non seulement cette exportation-là, donc par ricochet toute la chaîne d'emploi que cela affecte. Les sélectionneurs ivoiriens en sont conscients. Ils multiplient les recherches. À ce jour, on a mis au point plusieurs variétés. La dernière série qui a été mise au point depuis 2008 jusqu'à présent, il y en a 8. Alors cette série est dénommée beaucoup. L'ensemble de ces variétés résistent aux maladies et ravageurs. Ce sont des variétés qui sont très productives. Les rendements vont de 30 tonnes hectares à 40 tonnes hectares sur la station. Et en milieu paysan, lorsque le champ est bien suivi, on peut atteindre des rendements jusqu'à 30 tonnes hectares. Des variétés pour booster la production, il y en a. Seule préoccupation, le coût des boutures. Le prix retenu pour le moment des projets, c'est de 10 francs la bouture. Et comme il faut 10 000 boutures à l'hectare, cela revient à 100 000 francs l'hectare. C'est assez cher, mais disons que la recherche coûte excessivement cher aussi. Et bien ce prix ne tient pas compte du coût réel de la recherche. Donc c'est en quelque sorte c'est une subvention que le CNRA fait en vendant ses boutures à ce prix-là. Donc c'est un projet qui nous permet de faire la production de semences. La semence est cédée gratuitement aux producteurs ou à une modique somme. Même si, par des subventions, on parvient à distribuer des boutures résistantes à la mosaïque africaine du manioc, le combat contre les maladies virales du manioc continue. Un autre virus sévit en ce moment en Afrique de l'Est et pourrait atteindre la zone ouest. Il s'agit de la maladie de la suie brune du manioc, qui heureusement n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. À l'université Félix Houphouët-Boigny, précisément, dans les laboratoires du programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE, on cherche déjà les solutions. Elle est beaucoup plus dévastatrice et les pertes vont de 90 à 100%. Elle attaque non seulement les feuilles, les racines, mais les tiges. Et dans les racines, nous avons des nécroses, c'est nauséabond, on ne peut rien faire avec ces racines. Donc si cette maladie arrive en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire bye bye la Tchéquie. Si aujourd'hui nous détectons ce virus quelque part en Côte d'Ivoire, nous, en tant que WAVE, nous n'avons pas le mandat
de dire quoi que ce soit à la population. Nous n'avons pas le mandat de prendre des mesures pour arrêter la propagation de cette maladie. Donc il faut un système de surveillance, de veille, il faut un système d'alerte précoce, il faut un système de réponse à cette maladie. En attendant, les virologues conseillent aux producteurs d'utiliser des plantes saines de manioc pour les cultures, de détruire les plants attaqués par la mosaïque africaine de manioc. Seule mesure à ce jour pour éviter les baisses de rendement et la propagation de la maladie. C'était un dossier signé Francis Boifo et il faut noter que l'on enregistre 2 milliards de dollars de pertes en Afrique subsaharienne, des pertes liées aux différentes maladies du manioc. 2 milliards de dollars, c'est un peu plus de 1000 milliards de francs CFA. Préservation et restauration du couvert forestier ivoirien, c'est un vœu cher au gouvernement parce que le constat est alarmant. D'environ 8 millions d'hectares en 1990, le pays disposait en 2015 de 3 400 000 hectares de forêt. Une politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts vient d'être entérinée par les autorités et 170 000 hectares seront reboisés chaque année sur les 10 ans à venir. Une rencontre internationale aura d'ailleurs lieu très prochainement en vue de mobiliser les investisseurs pour la cause. Le reportage de Lansina Ouattara dans un récit de Walter Amadou Ouattara. Parvenir à restaurer d'ici 2030 le couvert forestier ivoirien à hauteur de 20% avec la pratique d'une agriculture zéro déforestation dans un partenariat public-privé. C'est l'objectif de cette politique adoptée il y a moins d'une semaine en Conseil des ministres. Il est évident que les budgets du fonctionnement du ministère des Eaux et Forêts ne permettront pas à eux seuls de mettre en œuvre cette politique. C'est bien pour cela que cette politique va s'appuyer sur le partenariat avec le secteur privé, un partenariat gagnant-gagnant qui nous permettra donc par le biais de conventions donc de financer notre boisement, mais aussi de financer la préservation de nos forêts. Plus de 60 milliards de francs CFA seront consacrés chaque année à la mise en place de cette politique en matière de sauvegarde des forêts, objet d'agressions de toutes sortes. Le repérage clandestin est en train de détruire nos forêts à une vitesse grand V. Non seulement les forêts à l'intérieur de forêts classées, mais aussi dans le domaine rural. Le sillage à façon, c'est un sillage clandestin, donc illégal, est un fait qui aujourd'hui est en train de détruire considérablement la forêt. Pour cette année 2018, ce sont déjà 4 milliards de francs CFA qui seront dégagés pour renforcer les capacités des agents des eaux et forêts. Ce financement donc, a été mis à la disposition du ministère des Eaux et Forêts pour permettre à son administration, qui se trouve le plus proche donc, de nos forêts, d'être dotée de moyens de mobilité, surtout, parce que c'est ceci qui fait défaut pour une présence sur tout le territoire national et aussi la mise en place très prochaine d'une brigade. Nous aurons l'appui du ministère de la Défense à travers les forces spéciales qui vont donc appuyer la mise en place de cette brigade. Avec cette nouvelle politique, l'État entend disposer d'un nouvel outil de gestion des activités forestières. Face aux défis liés à l'eau et à sa gestion, le ministère des Eaux et Forêts, avec l'appui de l'AFD, a conduit 3 études sur la lagune Adjien. C'est dans la commune de Bingerville. Ces études ont été initiées dans la perspective de l'utilisation de cette lagune à des fins d'exploitation pour l'approvisionnement en eau potable du district d'Abidjan. À l'effet donc de sensibiliser les différents acteurs du secteur de l'eau et les populations sur la gestion durable de la ressource naturelle, une action de proximité sur les bonnes pratiques a donc été menée. Walter Amadou Ouattara. La ville d'Abidjan est actuellement alimentée en eau potable exclusivement à partir des eaux souterraines de la nappe du Continental Terminal appelée nappe d'Abidjan. 83 forages d'une profondeur moyenne de 100 mètres alimentent 9 unités de traitement d'eau dont la production journalière totale cumulée est d'environ 350 000 m3 pour des besoins estimés à 500 000 m3 jour, soit un déficit journalier de 150 000 m3 d'eau potable. Insuffisante, cette nappe est sous la menace d'une contamination par des sources de pollution organique et chimique.
Une autre alternative est donc nécessaire pour répondre aux besoins en eau potable de la ville d'Abidjan. 3 études sur la qualité, la quantité de la réserve et la production du bassin versant de la lagune Adjen ont démontré que cette lagune est une ressource potentielle en eau potable pour l'approvisionnement des populations du district d'Abidjan. Eau douce de surface, située au sud-est d'Abidjan, dans la commune de Benjaville, la lagune Adjen pourrait produire 225 000 m3 par jour. Elle est moins salée, mais victime de prémices de pollution. La lagune Adjen doit donc faire l'objet d'attention particulière. Nous devons tous préserver notre environnement et l'eau qui est la vie doit être en premier lieu préservée. Donc c'est ce message-là que nous sommes venus apporter et constater de visu donc, de ce qui est fait ici et surtout faire en sorte que les résultats qui sortiront de nos travaux donc, puissent être appliqués le plus rapidement possible pour le bien-être de nos populations. Sensibiliser les populations oppose un manque d'eau potable dans leur village. On a compris des choses. Après le ministre, nous allons transmettre cela à la jeunesse et puis aux vaillantes femmes d'Adjen. Nous allons faire, comme il a dit, vraiment avec courage ce travail pour que tout le monde puisse profiter. Notre souhait, c'est d'avoir de l'eau. Il y a le château d'eau qui a été construit, mais l'eau ne vient pas. Nous avons promis donc à la population de ce village d'intervenir auprès de nos collègues qui en ont la responsabilité. Donc de faire en sorte que ce village soit pourvu en eau potable. Ce projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable des populations du district d'Abidjan s'inscrit dans le cadre du premier CD2, contrat de désendettement et de développement. Et toujours en rapport avec l'eau, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, a remis récemment du matériel de laboratoire et de pêche aux acteurs de la pêche artisanale de Côte d'Ivoire. L'action s'inscrit dans le cadre de son projet d'assistance technique en vue de faciliter l'accès aux marchés internationaux. La cérémonie de remise officielle des équipements s'est déroulée lundi dernier, ici même à Abidjan. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. L'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie, dote les acteurs du sous-secteur de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire de matériel. 22 équipements de pêche dont des thermomètres à infrarouge, des loupes binoculaires, des réflecteurs radar et des caisses réfrigératives leur ont été remis. Ces moyens techniques visent, selon le représentant de l'ONUDI en Côte d'Ivoire, à accroître la production dans ce secteur. Ce projet a pour finalité de contribuer au développement de la pêche artisanale dans le pays. Son objectif global est d'augmenter la production dans ce sous-secteur à travers le renforcement des capacités techniques et l'appui des jeunes et des femmes en équipement et matériel de pêche et de sécurité. Il vise à générer des emplois directs et indirects et au renforcement de la sécurité alimentaire. Conformément au plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, le ministre des Ressources animales et halieutiques apprécie cette collaboration avec l'ONUDI. La pêche à San Pedro connaît un regain d'intérêt avec le développement de la pêcherie thonière. Et nous voulons créer les conditions pour garantir la sécurité sanitaire des produits de pêche destinés à la consommation. L'intervention de l'ONUDI dans le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de son projet de mise à niveau des normes sanitaires et phytosanitaires et de la chaîne de valeur pour faciliter l'accès aux marchés régionaux et internationaux aux pêcheurs artisanaux de l'Afrique de l'Ouest. Le secrétariat national au renforcement des capacités vient d'apporter son appui à la 3e édition du concours interécole de la non-violence par le débat contradictoire initié par l'ONG MOCO, Éducation et Développement. L'événement qui a réuni des milliers d'élèves vise à réduire les comportements violents chez les apprenants en les amenant à s'approprier les valeurs du débat contradictoire comme outil de prévention et de gestion pacifique des crises en milieu scolaire. La finale de ce concours interécole de la non-violence par le débat contradictoire a opposé le collège La Référence de Saint-Fra et le lycée moderne de Boisflé. Thème retenu, les responsables des violences en milieu scolaire. Le secrétaire national au renforcement des capacités, Epiphane Zorobibalo, entend ainsi encourager les élèves à promouvoir et faire valoir leurs opinions dans le respect de l'autre. Lancé le 13 décembre à Boisflé, le projet pourrait s'étendre à toute la Côte d'Ivoire.
L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, elle, a organisé récemment la première édition de la journée d'excellence et de promotion de l'étudiant dans le numérique. Les meilleurs étudiants de l'année académique 2016-2017 ont été honorés. Ils sont au nombre de 23, issus de 4 différentes filières. L'Université virtuelle, je le rappelle, a pour mission de développer la formation à distance afin de résorber le grand flux de nombreux bacheliers, d'améliorer la qualité de la formation et de relever les défis relatifs à l'insertion professionnelle. Le témoignage de Franck Quadio. Encore méconnue il y a quelques années, l'université virtuelle est aujourd'hui une réalité en Côte d'Ivoire. L'outil numérique comme principal support pédagogique. Avec cette méthode, plus besoin d'être face aux professeurs pour accéder à la connaissance. Après une année de fonctionnement, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire veut promouvoir l'excellence. Une journée y est consacrée. Les lauréats de chaque discipline ont été primés. Ils ont reçu chacun des certificats d'excellence, des tablettes et des ordinateurs. Pour le directeur général de l'université virtuelle, le professeur Thiemoma Koné, ces journées visent à présenter les différentes opportunités sur le marché de l'emploi. Nous avons aujourd'hui des applications dans tous les domaines d'ailleurs de nos étudiants. Et c'est là juste après une seule année de fonctionnement. Donc nous pensons qu'avant que ces étudiants aient la licence, nous aurons pas mal de solutions qui seront proposées. Pour la première édition, le parrain est le directeur de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, représenté par Huberson Essi, son directeur des ressources humaines. Il a félicité les lauréats et les a encouragés à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins du marché. Nous voulons vous exhorter à persévérer parce que ça donne des modèles de gestion différents. Nos entreprises aujourd'hui vont voir des métiers qui existaient disparaître. On voit des nouveaux métiers aussi qui vont naître, parce qu'on est obligé d'avoir des compétences qu'il faut. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire dispense un cursus d'enseignement complet majoritairement en ligne, à distance, en informatique et en sciences du numérique. Pour cette année académique 2017-2018, l'institution a accueilli près de 6303 étudiants. Les acteurs des médias et de la presse ont décidé de s'unir pour être plus forts. Il faudra donc désormais compter avec la Fédération nationale des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Composée essentiellement d'infographistes, de correcteurs, de techniciens radio ou télé et autres professionnels, cette nouvelle fédération a tenu son assemblée générale constitutive. C'était jeudi dernier à la Maison de la Presse. Elle aura donc pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des techniciens, très souvent moins vus que les journalistes. Serge Collier. 5 associations de professionnels de la communication ensemble pour défendre leurs intérêts. Il s'agit de l'Union nationale des infographes, l'Union nationale des techniciens télé de Côte d'Ivoire, l'Union des techniciens radio de Côte d'Ivoire, l'Union nationale des correcteurs de Côte d'Ivoire et l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. Réunis au sein de la Fédération nationale des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, ces organisations ont porté à leur tête Treta Zoumana. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on parle de communication, qu'on ne pense pas seulement qu'aux journalistes et rédacteurs. Il y a ceux qu'on appelle professionnels de la communication, qu'on ne voit pas à la télévision, qu'on n'entend pas à la radio, dont on ne voit pas la signature dans les journaux papier, mais qui, en arrière, dans l'ombre, abattent un travail énorme et qui ont vraiment besoin d'être soutenus et d'être formés pour être compétitifs. Le président de la Fédération nationale des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire entend, aux côtés de ses camarades, défendre les intérêts de ses techniciens et autres hommes de l'ombre. Dans cette nouvelle mission, les techniciens de médias et autres professionnels de la communication ont le soutien du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, représenté à cette Assemblée générale constitutive par sa chef de cabinet. Et puis, en bref et en images pour refermer ce journal, sachez que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était ce mardi à Bamako dans le cadre de la journée internationale des casques bleus. Et ce moment, il a souhaité le passer aux côtés des troupes engagées dans la mission de l'ONU au Mali, la plus périlleuse des opérations des Nations Unies en cours. Le reportage de Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo dans nos prochains journaux. Et puis annoncé, puis donc
donc annuler le sommet du 12 juin entre les dirigeants américains et nord-coréens est de nouveau envisagé. Ce mardi 29 mai, l'agence de presse sud-coréenne annonce qu'un haut gradé nord-coréen est en route pour les États-Unis. Il s'agit du général Kim Yong-chol, dont la visite a été confirmée par un tweet de Donald Trump, un poids lourd du régime de Pyongyang. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur la chaîne qui rassemble.